Bon, je comprends pas très bien l'agencement de cette salle. Donc on va essayer de faire de manière un peu absurde, c'est-à-dire complètement décentré, comme si j'allais vous présenter quelque chose d'absolument génial. Alors à moins qu'il y ait un bouton qui permette de décaler le bureau d'un coup, ce que j'imagine ne pas exister. Donc voilà, donc ça va être un peu spécial. Je vous présente le tableau sur lequel je ne vais pas écrire grand-chose, mais voilà, ça va être sympa. Est-ce que vous pouvez fermer les portes, s'il vous plaît? Nous sommes à notre avant-dernière journée pour ce semestre, donc de philosophie morale. Et pour vous dire un petit peu le périple que nous avons suivi jusqu'à présent, nous nous sommes posé la question d'abord de ce que c'était que la philosophie morale, en quoi elle consistait. Ensuite, nous nous sommes rendus compte que pour parler de moralité, il allait falloir déterminer ce qui était bien et ce qui était mal. Or, nous avons vu que le bien était quelque chose qui ne devait pas se prendre comme un espèce de truc idéal, vaporeux, qui n'existe pas, mais davantage comme quelque chose de très incarné, de très naturel, de quasiment physique. En fait, le bien, c'est ce genre de choses. Et nous avons vu que la conception du mal, en réalité, malgré certaines petites réticences chez certains d'entre vous, ne pouvait se comprendre que comme la négation, la privation d'un bien dans un sujet qui était apte à le recevoir. Ce faisant, nous nous sommes dit, bon, très bien, puisqu'on doit étudier le bien qui est la nature d'une chose, eh bien, étudions la nature de notre sujet, à savoir l'homme. Qu'est-ce qui est bon pour l'homme? Qu'est-ce qui est bien pour l'homme? Et pour cela, il a fallu que nous voyions ce que c'était que la nature humaine. Et donc l'ensemble des dimensions de la nature humaine, vous vous rappelez, végétatif, sensitif et intellectif, tout ça complètement mixé pour finalement arriver à un concept un petit peu étonnant de personne humaine, qui n'est absolument pas simplement le fait que l'homme est un animal raisonnable, mais aussi l'homme est une personne. C'est-à-dire que ce qui exclut l'homme des autres animaux, c'est sa capacité de vie intérieure, qui est une vie. Certains emploient le mot de spirituel. Attention, ne religiosité. Ça n'existe pas. Ne rendez pas religieux la question de la spiritualité. Le spirituel n'est pas forcément ce qui est religieux. Le spirituel, c'est ce qui s'oppose au strictement matériel. D'accord? On n'est pas que dans une dimension matérielle, on est dans une dimension aussi spirituelle, c'est-à-dire qui dépasse le champ de simplement notre sensation. Oui, vous avez une question? Je suis en train de faire un bilan de tout ce qu'on a fait depuis le début. D'accord? Pour ramener, pour ceux qui n'ont pas suivi les cours, hein, c'est-à-dire des gens que je vois pour la première fois, et d'autre part, pour les personnes qui ont un petit peu oublié les trucs qu'on a pu voir avant. D'accord? Pour que vous compreniez bien la cohérence que nous sommes en train de suivre. C'est un souci pédagogique. Arrivé à cette notion de personne humaine, nous connaissons donc la nature de cet animal un peu particulier qu'est l'homme, et nous allons essayer de déterminer. Super, on me demande si je suis toujours là. Je suis bien là. Bonjour. On va essayer de déterminer, puisque la philosophie morale s'intéresse à l'ordre que l'homme met dans son propre agir, on va essayer d'abord donc de s'interroger sur l'agir humain. Vous voyez, on a vu quel était l'homme, ce qu'était l'homme. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que son agir. Alors, la première chose que l'on peut dire par rapport à l'agir humain, c'est que tous les agirs ne se ressemblent pas. Il y a une distinction parmi les agirs humains. Il y a premièrement l'agir humain entendu dans le sens où ce seraient toutes les choses que l'homme fait. Le fait de bâiller est un agir humain. Le fait de marcher est un agir humain. Le fait, entre guillemets, c'est un agir dont l'homme est le sujet. Mais en philosophie morale, on va bien voir que il y a des agirs
où l'homme, ou la personne humaine, se retrouve davantage. Ou, pour le dire autrement, l'être humain assume davantage les agirs qu'il va poser. Bailler, vous ne pouvez pas dire « Ah là, c'est tellement moi ». Quand je baille, enfin, s'il y en a certains qui peuvent le dire, mais la plupart du temps, quand vous essayez de bailler, vous ne vous dites pas là, c'est moi, je suis à fond dedans. Alors que quand vous faites, par exemple, une activité qui vous passionne, qui est la vôtre, vraiment, où vous appréciez énormément ça, eh bien, le simple fait d'avoir parlé de bailler, il y a 50 personnes qui se sont mises à bailler d'un coup, là. Calmez-vous, tout va bien. Hein, c'est la pire heure, je sais, mais vous allez tenir bon. Quand c'est une activité qui vous plaît, qui vous passionne, etc., vous assumez davantage le fait d'en être l'auteur. Et même, vous vous retrouvez dedans. Et donc, on va parler d'agir qui serait spécifiquement humain. Pas simplement agir de l'homme, mais agir humain. Vous voyez, sursauter, c'est un agir de l'homme. Rire, c'est un agir de l'homme. Par contre, se mettre à avoir peur d'une manière complètement délirante, vous voyez, la personne commence à faire comme ça, en rajoutant 15 000 fois plus, et bien en fait, là, on va dire, bah, cette personne, elle joue un rôle, et en fait, elle est beaucoup plus présente que quand simplement elle fait « Oh mon Dieu !» D'accord ? Pareil quand elle rit, quand elle fait énormément de bruit, etc. Donc, vous avez agir de l'homme et agir humain. Alors, je vous le dis sans ménagement, le bien de l'homme ne va pas se trouver dans l'agir de l'homme. Il va se trouver du côté de l'agir humain. Il faut qu'il y ait quelque chose qui permette à l'homme de se retrouver entièrement. Pour le dire de manière plus spécifique, ce ne sera pas par un agir par accident que l'être humain pourrait se réaliser. Vous voyez ? Donc il faut que l'agir soit spécifiquement humain. Pour cela, je vais vous donner une comparaison. Il va falloir que vous considériez l'ensemble de votre vie un peu à la manière d'une journée. Vous voyez, une journée, vous pouvez très bien l'envisager comme une succession d'étapes sans aucun lien les unes aux autres. Ou alors comme quelque chose avec un fil rouge qui vous a habité pendant toute votre journée. Ou alors comme une espèce de parcours avec un objectif à la fin. Tu t'es levé le matin, tu t'es dit vivement ce soir que je me recouche. Et toute ta journée est finalisée vers ce truc. Je veux me coucher. Et il y a des journées comme ça. Hein. C'est une bonne insomnie. Vous avez réussi à dormir la dernière demi-heure. C'est le pire que tout. Vous êtes endormi vers la fin. Vous vous réveillez le matin et là vous vous dites là, il faut que ça continue en fait cette affaire. Et donc toute la journée vous allez être comme ça en train de lutter en permanence et en train de vous dire mais vivement ce soir, vivement ce soir, vivement ce soir. Ça c'est quand vous avez un objectif à la fin. Quand il y a un fil rouge, vous voyez c'est les personnes qui par exemple disent bah voilà toute la journée la personne est amoureuse par exemple. Toute la personne elle a pensé à l'autre. Toute la personne. Toute la journée elle a pensé à l'autre personne. Quel que soit ce qu'elle va faire. Vous voyez, elle s'est brossé les dents, elle s'est dit, bah ouais, bah évidemment, il faut que j'ai bonne haleine, etc. Quand elle s'est habillée, elle s'est dit, ouais, bah au moins je vais pouvoir lui plaire, etc. Quand elle, je sais pas, vous prenez chacune de ces étapes qui sont avec un fil rouge tout le long. Et puis il y a d'autres personnes qui vont avoir des moments spécifiques. Il y a le lever. Une fois que le lever est passé, il y a le petit déjeuner. Une fois que le petit déjeuner est passé, il y a le trajet. C'est que le trajet est passé, il y a telle heure de cours suit telle autre heure de cours, telle autre, et voilà, ainsi de suite. Ensuite, vous avez le déjeuner, moment très important. Ensuite, le cours qui suit, donc une pseudo-sieste. Ensuite, le cours d'après, et voilà, et une succession de briques comme ça. Prenons maintenant notre vie. Si on fait la même analogie, vous voyez ? Certaines personnes vont vivre leur vie
par des moments qui se succèdent. J'ai eu ma petite enfance, puis j'ai eu l'enfance un peu plus avancée, primaire, puis ensuite, voilà, je suis rentré en sixième, le collège, le lycée, les études. Ensuite, j'aurai ma vie adulte, parce qu'on considère pas, enfin, la personne ne se considère pas comme adulte au moment où elle commence ses études, évidemment. Elle va considérer adulte à partir du moment où elle aura un travail, parce qu'on est très américain. Donc voilà, j'aurai un boulot, donc je serai adulte. Je commencerai ma vie à ce moment-là, en étant autonome. Ensuite, j'aurai ma vie de couple, si jamais c'est ce que je vise. Ensuite, j'aurai les enfants qui vont grandir. J'aurai mon moment de divorce. Ensuite, j'aurai des aventures qui vont se succéder. Je vais arriver à la crise de la quarantaine. Ensuite, il va y avoir, j'ai petit à petit, déjà, je vais avoir des petits-enfants. Donc déjà, ça va faire quelque chose. Je vais devenir vieux ou vieille. Je vais arrêter de plaire, en plus. Puis ensuite, je vais atteindre le stade de la grande vieillesse. Et la grande vieillesse, c'est petit à petit la perte d'autonomie. En plus, comme toute ma famille est éclatée, je suis toute seule, ou je suis tout seul. Et finalement, je vais finir dans une maison de retraite. Dernier moment de ma vie, a priori, un mouroir dans lequel je vais y finir. Voilà. Et voilà. Des moments isolés les uns des autres. Certaines personnes vont vous parler des crises successives. Ils vont envisager leur vie en fonction des crises qu'ils vont passer. Voilà. Vous avez des personnes qui vont avoir justement une finalité, un objectif. Dès qu'ils ont pris conscience qu'ils allaient mourir, eh ben, ils se sont dit, pétard, je me dirige vers la mort. C'est l'objectif. Et vous voyez, ça, il y a plusieurs attitudes par rapport à la mort. Et on ne peut pas, quand on fait de la philosophie morale, faire l'impasse sur ce moment-là. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas faire l'impasse sur ce moment-là. Je vais raconter une petite anecdote, si vous aimez bien ça. J'étais en deuxième année de master de philo. Et j'allais rejoindre ma copine, qui plus tard est devenue ma femme, qui était à Londres. Et donc je me dis, je vais prendre un Flixbus. Dès le contexte, vous sentez l'échec, vous voyez, de la situation. C'était un bus de nuit, donc il me faisait après traverser et tout ça, la Manche, et puis après arriver à Londres. Donc je partais le soir, et puis j'arrivais à 5-6 heures du matin à Londres, et après j'allais marcher, j'allais prendre un bus pour... Voilà. Et je me dis, prends-toi un livre facile à lire avant de t'endormir. Parce que je pensais que j'allais dormir dans le Flixbus. L'échec. Donc, non, pas du tout. Je me dis, je prends un petit livre, et donc je prends un petit livre dans ma bibliothèque, un truc, c'était 30 pages à peine. L'éthique dit comme un petit livre. Le truc, 800 pages d'un coup. Non. Voilà, 30 pages, une trentaine de pages. Et c'était de Sénèque. Et c'était un petit livre qui s'appelait Sur la brièveté de la vie. Moi, j'étais de l'école de ceux qui se rient un peu des stoïciens, vous savez, avec leurs petits livres, leurs petites sentences, leurs petits machins. Oh là là, ils sont gentils. Je commence à lire, et là, ça a l'effet d'un séisme en moi. Mais un séisme. C'est-à-dire que je prends conscience que je vais mourir. Que, en fait, ma vie, elle va se terminer. Et que, en réalité, il faut que j'arrête de perdre du temps. J'arrive à Londres, puis j'y allais pour l'anniversaire de ma copine. J'arrive à Londres dans un état de joie absolument colossal, vous imaginez, évidemment. Je marche le long de la Tamise, j'ai pas pris le bus pour aller jusqu'à chez elle, parce que je voulais lui faire la surprise. Je marche le long de la Tamise, tout seul, avec mon sac, en train de me dire, je vais crever. Voilà. Et en fait, à partir de là, il y a eu un début de vie. Un changement dans ma vie. Oui, parce que je tiens à vous dire quelque chose, c'est que vous allez mourir. Pourquoi je vous le dis ? Parce que personne ne vous le dit. Personne ne va pouvoir vous le dire. Pourquoi personne ne va pouvoir vous le dire ? Parce que la plupart des gens ont peur de ça. Mais vous allez mourir. Et quand je dis vous allez mourir, c'est pas on va tous mourir. C'est tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir, tu vas mourir,
tu vas mourir, et c'est une certitude. Il n'y a pas un moment, peut-être que moi... Non, non. Tu vas mourir. Et par rapport à ce genre d'informations, il y a plusieurs réactions. Il y en a qui vont se marrer un petit peu parce que ça leur fait un peu peur. Et donc, résultat, ils font « je vais mourir ». Voilà. Il y en a qui vont être blasés, qui vont dire « oui, oui, oui ». Il y en a qui font autre chose sur leur ordinateur parce qu'ils n'en ont rien à faire de cette information. Mais de toute manière, à partir du moment où ils vont être vieux, ça va leur tomber dessus. Donc voilà. La vie se chargera de les informer. Mais tant que vous n'avez pas pris conscience du fait que vous allez mourir, vous ne commencez pas à vivre. Vous ne commencez pas à vivre. Parce que dès que vous avez compris que vous allez mourir, on arrête de perdre du temps. Parce que vous ne savez pas de combien de battements de cœur vous disposez. Vous ne savez pas. Et pour certains dans cette classe, voilà, pour certains, ça va être 80 années. Wow, formidable, énormément de temps. Pour d'autres, ça va être 15 ans. Ah, un petit peu moins. Pour d'autres, ça va être 2 ans. Pour d'autres, ça va peut-être être demain, fauché par un bus. Et vous rendez compte, ça vous fait rire. Regardez, attendez, imaginez-vous, vous traversez la rue, vous vous faites faucher par un bus, les derniers instants de votre vie, vous allez vous dire, j'ai jamais vécu. Je n'ai pas vécu. J'ai vécu certaines expériences. Vous savez, il y a des personnes qui ont la chance, ou l'horreur, moi je ne sais pas dans quelle manière je vivrais, de faire des expériences de mort imminente. Vous savez, ils revoient leur vie passer complètement devant leurs yeux. Il y en a il y a une star comme ça, qui s'appelle Squeezie, qui le raconte. Squeezie, à un moment, il a failli se noyer, et il a vu sa vie passer devant ses yeux. Et sa vie, il a dit, c'était que Dofus. Ou Dofus, ça dépend, parce que les créateurs disent Dofus, le lambda dit Dofus. C'était un jeu vidéo. Toute sa vie, c'était un jeu vidéo. Et à partir de ce moment-là, il a arrêté de jouer à ce jeu. Il est revenu après, plus tard, quand il avait grandi. Mais c'était pas possible. Sa vie, ça ne pouvait pas être que ça. Et la mort va vous faire comprendre que ce que vous avez à vivre, vous avez à le vivre pleinement. Et vous avez réellement à choisir votre vie. Vous voyez, lorsque je fais des conférences pour des terminales sur l'orientation, je commence toujours par un gros chapitre sur « Vous allez crever ». Non, mais quand tu es face à tes vœux, un moment, si tu te dis pas « Alors, c'est vrai que je vais mourir, dans le fond », eh ben, tu vas te mettre à te dire, alors, quel est le truc qui va me donner un métier, qui va me permettre de survivre dans ma vie, qui va me permettre de... Alors, attends, parce que si je fais ce plan A en plan B et plan C, et après, c'est foireux. Alors que tu sais que tu vas crever, tes parents ont beau être derrière toi en te disant, alors vraiment, trouve quelque chose qui t'assure le... Tu leur dis, mais je vais mourir. Donc, je vais commencer à vivre, en fait. Donc, mes études, je ne vais pas les faire pour pouvoir survivre. Merci, super. Il y a des gens qui vont passer leur vie à essayer de survivre. À coup de médoc, à coup de compléments alimentaires, à coup d'hygiène de vie, à coup de machin. Ça va être leur vie. Survivre. Tu vas mourir. T'auras beau faire tous les compléments alimentaires, tous les trucs comme ça, tu vas vivre peut-être plus longtemps. Mais tu vas mourir. Ouais. On peut très bien retarder l'échéance. Tout à fait. Tu peux retarder l'échéance autant que tu veux. Même il y a des gens qui se congèlent dans le but de retarder l'échéance. Ouais, pas encore, ça va venir. Mais non, il faut bien comprendre, retarder l'échéance, vous pouvez, hein, et c'est bien. Je ne dis pas qu'il faut cramer votre vie, c'est pas ça que je vous dis. D'ailleurs, c'est tout le sens de ce cours, hein, la philosophie morale, c'est de surtout pas cramer sa vie. Mais tant que tu n'as pas compris que regarde, tant que tu n'as pas compris que tu vas mourir, tu te mets en relation avec des gens qui sont nuls. Bah, t'acceptes des relations, tu sais, toi, t'as soif d'un truc un peu fort, une relation dans laquelle on s'épanouit, etc. Et tu te contentes de relations qui sont médiocres, qui sont foireuses. Je vois que ça fait réagir.
Vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps, donc je suis désolé, c'est un peu brutal hein, ce que je vous fais. Mais comprenez bien, si vous voulez rentrer déjà premièrement dans une démarche philosophique, c'est la première épreuve. Vous êtes obligé d'apprendre que vous allez mourir. Et deuxièmement, si vous voulez un moment prendre au sérieux votre propre vie et arrêter, vous voyez, je ne sais pas comment dire, il y en a peut-être qui sont tentés là actuellement de bosser un travail qui n'a absolument rien à voir avec mon cours. Vous avez tout à fait raison. Et vous avez tout à fait raison de considérer que ce travail est peut-être plus important que le simple fait d'apprendre des choses un peu essentielles. Mais ce que je vous donne à comprendre, à apprendre, ça fera ça de moins à apprendre brutalement par la vie. Je vous le dis parce que moi, vous avez l'impression que je suis peut-être un peu brutal. Je peux vous assurer que quand, je ne sais pas, tu apprends que tu as une maladie très grave, et en fait, tu vas peut-être y passer. Ou c'est un proche, c'est même un proche qui va y passer. Et ben, c'est beaucoup plus violent que quand tu essayes de dire, ok, quand je regarde mon fils, quand je regarde ma femme, quand je regarde mon ami, je me dis, mais ceci est éphémère, et donc tout ce que je peux goûter, je le goûte maintenant. Vous voyez la sagesse d'Épicure un peu, carpe diem, c'est pas carpe diem, jouis de tout ce qui passe. C'est cueille le moment présent, parce que l'avenir, tu ne sais pas de quoi il va être fait. Donc cueille le moment présent. Et ça, vous voyez, c'est une sagesse pratique. Et si vous envisagez votre vie à l'aune de comment ça va se finir, eh ben c'est pas mal. Des personnes, vous savez, des personnes âgées qui ne supportent pas le fait d'être rendues non autonomes. Elles perdent la vue, elles perdent l'audition, elles perdent la capacité de se mouvoir, elles perdent... Mais c'est sûr que si tu n'as pas travaillé ta vie intérieure avant, mais ça va être l'horreur, on est en train de t'arracher des trucs. Alors que si, ça fait partie de la vie, si tu te dis oui, bah oui, il faut que je me prépare, ça va arriver. Ah bah c'est bien. Moi, quand je suis rentré de Londres, je me suis mis à faire des choses absolument, absolument absurdes. Et à chaque fois que je voyais des amis et qu'on se quittait, je leur disais, tu sais que tu es vraiment quelqu'un de bien. Parce que je voulais que la dernière parole qu'ils entendent de moi, si jamais je me faisais faucher par un bus, etc., soit un truc bien. Un truc positif, quoi. Je m'arrêtais pour faire des trucs. Une fois, j'ai discuté avec un homme là qui m'a beaucoup appris. Il s'appelle Bruno. Qui avait 2 cancers. Et il avait une 60aine d'années. Et pendant un déjeuner avec lui, moi, je pose mon téléphone portable à côté. Pour pas l'avoir dans la poche, parce que c'est pas très agréable. Et puis en plus, s'il y a un petit texto, bah, tu peux le regarder. Voilà. Et là, lui, il me dit, qu'est-ce que tu fais en fait avec ton téléphone là? T'attends un coup de téléphone? Je dis non. Il me dit, écoute, moi je vais mourir bientôt, donc en fait, si t'es là à demi, moi ça ne m'intéresse pas trop. Ça vous remet à votre place, hein. Quand il y a quelqu'un qui a conscience de la mort, mais il arrête de faire des choses qui servent à rien, il arrête de perdre son temps. C'est ce que je vous disais. Donc une fois que vous avez bien pris en vous l'idée de la mort, là, vous l'avez bien, il y a une autre manière d'envisager votre vie, c'est avec un fil rouge. Vous voyez, un peu comme quand on est amoureux pendant la journée, avec un truc qui revient en permanence. Et le problème, c'est que vous allez voir, le fil rouge que vous avez aujourd'hui, peut-être ne correspond pas à certains moments de votre vie. Et donc certains moments de votre vie, vous les assumez moins. Vous savez, quand vous revoyez des photos de vous quand vous étiez plus jeune, et que vous dites « Oh là là, ah mais quel trou de balle j'étais, c'est pas possible ». Ou alors quand vous revoyez, ou alors des personnes qui veulent plus entendre parler de leur lycée, de leur collège, qui veulent plus entendre parler de leur famille, qui veulent plus entendre parler de plein de choses. Parce qu'il y a certains moments, ça ne correspond pas à eux, c'est quand même fou. Ils n'assument plus, en fait, ce qu'ils étaient à ce moment-là. Alors que c'était toujours les mêmes, hein. Ils n'ont pas changé, c'est toujours le même sujet, toujours la même personne humaine. Pourtant, il y a quelque chose dans leur agir qui ne correspond plus à ça. Le plus intéressant, vous voyez, c'est de discuter avec des gens, des religieux, des convertis religieux.
Pourquoi je vous prends les convertis religieux? Parce que souvent, le converti religieux, il y a une espèce de radicalité, vous voyez, une espèce de toute ma vie avant, c'était de la merde, j'étais dans l'obscurité, dans l'enfer, vous prenez n'importe quoi. Voilà, et aujourd'hui, je suis dans la lumière, dans la révélation, etc. Et en fait, vous voyez une espèce de dichotomie, comme si, avant, on n'assume pas. On n'assume pas ce qu'il y avait. Vous voyez, c'est plus sympa, vous voyez, quand vous discutez, ou quand vous lisez des témoignages les premiers chrétiens, par exemple. Pierre, vous voyez, celui qui va devenir le pape, voilà, le pape premier, Pierre, il écrit dans une de ses lettres, « Alors moi, dès que l'occasion m'a été présentée, j'ai renié Jésus. Voilà, je suis une grosse merde, voilà, c'est moi, je signe, c'est moi, c'est Pierre, voilà. Et aujourd'hui, bah, j'essaye de faire un peu mieux, voilà. » Ah, il assume, vous voyez. C'est quelqu'un qui dit, bon, bah, c'était toujours moi qui étais là-bas, c'est toujours moi qui suis ici, etc. Donc, vous voyez, c'est intéressant de vous repérer, vous, dans votre vie, les moments où vous ne vous assumez plus. Vous dites, ah, non. Vous voyez, aujourd'hui, les grandes perspectives de troubles identitaires, comme on dit. Des personnes qui disent, voilà, j'ai découvert ma sexualité, mon orientation sexuelle à tel âge. J'ai découvert mon identité sexuelle à tel âge. Et qui finissent par dire, mais tout ce que j'étais avant, c'était faux. Mais non, t'es toujours le même sujet. T'as juste découvert d'autres choses en toi. Bah, c'est très bien. Des petites strates. Mais il va falloir découvrir quel va être votre fil rouge. Quel va être le fil rouge de votre vie? Mais pour que vous ayez une notion de fil rouge dans votre vie, il faut que votre agir, il soit libre. L'être humain ne peut pas dire « je » si jamais on l'a contraint à faire. Quelqu'un vous force à faire des études, vous n'assumerez pas ces études. Vous direz « oui, mais c'est mes parents qui ont voulu, c'est je ne sais pas qui a voulu, c'est machin. » Voilà, il y aura toujours une déresponsabilisation. Or, la philosophie morale, la première étape de la philosophie morale, une fois qu'on a bien considéré ce que c'était que le bien, une fois qu'on a considéré ce qu'était l'homme, etc., c'est de déterminer ce qui fait que je peux dire « je » dans mon acte. Et ce qui fait que je peux dire « je » dans mon acte, eh bien, c'est que c'est un acte volontaire et un acte libre. Et c'est ce qu'on va essayer de définir ensemble. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que la liberté? Faites-moi rêver. Vous, les hommes libres, bah, les francs, vous êtes français. Français, ça veut dire homme libre. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que la liberté? Oui. La liberté, c'est agir par rapport à nous-mêmes sans faux semblant. Agir sans faux semblant. En nous respectant nous-mêmes. En nous respectant nous-mêmes, d'accord. Agir sans faux semblant, donc il y a une idée de vérité derrière. Ok, ouais, j'entends, très bien. Il y a une idée de vérité, oui. C'est de faire ce qui est bien pour nous. Mais tu peux faire ce qui est bien pour toi sans être totalement libre. Hein. Je peux te forcer à bouffer 3 fois par jour, ni trop salé, ni trop gras, ni trop sucré. C'est bon pour toi. Oui. Avoir la possibilité de choisir ce qui est bien. Oh, regardez-moi cet hubris, cet homme plein de démesure qui se prend pour un dieu. C'est lui qui choisit ce qui est bien. Votre prénom, c'est quoi? Cyprien. Donc, si vous avez un problème, vous allez voir Cyprien. Cyprien, il sera capable de choisir ce qui est bien. C'est-à-dire que, c'est pas qu'il se dira, il y a du bien, donc je le choisis. Il dira, non, c'est moi qui dis ce qui est bien. Je fais exprès, Cyprien, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Oui. C'est choisir à qui ou à quoi on se soumet. Oh, ça, j'aime pas. Ah, mais j'aime bien, parce que c'est beau, ça plaît à notre intelligence. La liberté, c'est choisir à quoi on se soumet. Vous savez, il y a des oxymores dans la phrase. Se soumettre, bah non, ça peut pas être de la liberté. Et pourtant, bah finalement, la liberté, ce serait choisir à quoi on se soumet. Donc on est content parce que ça jongle. Non. C'est comme les gens qui vous disent « choisir, c'est renoncer ». Mais ta gueule. Choisir, c'est choisir. Tu choisis quelque chose. Alors,
Par voie de conséquence, comme tu as choisi cette chose-là, il y a peut-être d'autres trucs que tu ne pourras pas faire. Mais ce que tu as d'abord fait, c'est choisir cette chose-là. Commence pas à dire, alors puisque je choisis, en fait, je renonce à tout. Mais pas du tout. Donc choisir, ce n'est pas se soumettre. La liberté, ce n'est pas se soumettre. Ce n'est pas choisir à quoi on se soumet. Même si choisir de se soumettre est peut-être un acte libre. Oui. Peut-être le fait de vivre, de choisir en soi-même avec ce seul facteur de soi-même. Va plus loin, explique-moi. Je suis un enfant de 4 ans, je comprends rien. Bien, dans ce cas-là, ça veut dire qu'on ne peut pas être libre en prenant en compte les autres comme choix de... Il faut que je sois indépendant des autres, c'est ça? Oui. Indépendant des autres. Oui, ça, tu vois, c'est une définition cynique de la liberté. Mais cynique, c'est au sens de Diogène. Non, mais c'est pas grave. C'est très bien, c'est-à-dire l'indépendance. Finalement, je dois être indépendant. Autonome, c'est moi qui me donne ma propre loi. Oui, dans le fond. Rejeter toute forme de servitude. Là, super, c'est une définition grecque. Je ne veux pas être esclave. Si je suis un libre, c'est que je ne suis pas esclave. Ça veut dire quoi, servitude, s'il te plaît? Ouais. Donc, en gros, ne pas être capable de poser ses propres choix, être entravé, en fait, dans ma décision. D'accord? Ça, ce serait être esclave. Oui? Être en pleine conscience de ses choix. Et Pleine conscience, ça rejoint ce que tu as dit. même si ça peut être négatif pour nous, en fait, être conscient et savoir ce que ça va engendrer. C'est génial. En fait, vous me dites tout. C'est super d'avoir une intelligence collective en face de soi. Vous me dites exactement ce qu'il faut, mais pas tous en même temps. Mais c'est très bien. Je vous ai vu. Comprenez bien, pour l'instant, il y a des choses qui sont dites, c'est que la liberté suppose la vérité, la pleine conscience, suppose d'être pleinement sujet, en fait. Et donc, que ce ne soit pas les autres qui dictent ce que je suis en train de dire. Et ça s'oppose à quoi? À une servitude, à un esclavage. Oui. Je pense que dans la liberté, il y a une idée d'être en accord avec soi-même, dans son agir ou dans son être. Exactement, vous rejoignez, il y a une espèce d'authenticité profonde. Je suis en accord avec ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais, etc. C'est parfaitement en cohérence, oui, oui. Et ça dépend de la conception qu'on a de la liberté aussi. Parce que si on prend celle de... Non mais c'est vrai, si on prend celle de Caligula, par exemple, c'est faire tout ce qu'on veut quand on veut. Oui. Mais ça amène à une forme de servitude, à sa propre liberté, à son propre plaisir en fait. Alors je suis d'accord avec toi. Donc, Je vais être gentil avec toi. Ton prénom c'est Maïs. Je vais être gentil avec toi. Donc je ne vais rien t'envoyer. Même si j'ai plein de projectiles potentiels. Je vous avais dit en préambule de ce cours, le ça dépend des gens ne m'intéresse pas. Mais je comprends en fait pourquoi tu as dit ça. C'est que la liberté, la conception qu'on a eue de la liberté, est tellement multiple qu'en fait, on est un peu paumé sur cette question. Il y a des gens qui disent c'est faire tout ce que je veux, quand je veux, où je veux. Il y a des personnes, c'est je fais quelque chose, mais je dois m'arrêter là où la liberté... Vous voyez ce genre de phrase qui ne veut rien dire. Ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Ok, je vous demande un effort. Représentez-vous le concret de cette phrase. Ton prénom, rappelle-moi. Gaspard. Je veux mettre une baigne à Gaspard. Je me lève. Je vais pour lever le poing. J'envoie mon poing. Gaspard, qu'est-ce qu'il fait? Il m'attrape le poing. Alors, donc il lève la main, comme ça. Mais donc il fait un acte libre. Ma liberté doit s'arrêter. J'arrête mon poing. Mais comme ma liberté était engagée vers sa face, et que lui doit arrêter sa liberté quand ma liberté commence, lui aussi doit s'arrêter. Et donc on est tous les deux en train de se regarder comme ça. Qui agit? Le concret de cette phrase, c'est joli à nouveau, c'est une belle phrase, mais ça ne veut rien dire. Ma liberté ne s'arrêtera jamais là où celle des autres commence. Jamais. Parce que pourquoi ma liberté serait moins importante que la tienne? Ça, vous voyez, c'est le genre de morale individualiste qui ne sert à rien. Donc, je te laisse continuer, si tu veux. oui, parce que quand je dis que ça dépend de la conception de la liberté, c'est parce que là, j'ai pris comme exemple Caligula. Ouais. Si on prend comme exemple Descartes, c'est que
Tout à fait. Ça va être la capacité de savoir ce qui nous détermine. Exactement. Ça, c'est plutôt Spinoza. Mais oui, Spinoza, pardon. ouais, Descartes, c'est le libre arbitre. exactement. Le libre arbitre chez Descartes, on va avoir enfin tout un tas de concepts. Mais tu as raison. Ce qu'on veut essayer... Oui, mais ça dépend pas, en fait. Comprenez bien. Entendez bien ça, c'est une leçon de philosophie, c'est une leçon de logique, en fait. Qu'il y ait plusieurs avis sur une notion ne veut pas dire que la notion est multiple. Il y a une autre hypothèse, c'est que parmi toutes ces définitions, il y en a qui soient fausses. D'accord? Et que la liberté, c'est pas parce qu'il y a un penseur dont on se souvient qu'il a forcément raison. La seule chose qui a raison, c'est le réel. C'est le bus qui passe. D'accord? C'est le seul truc qui a une valeur de déterminant pour votre intelligence. Sinon, vous allez tomber dans un fidéisme. Et c'est à ça que sert justement le fait d'avoir plusieurs avis. C'est d'empêcher en fait qu'on tombe dans un fidéisme auprès d'un auteur. C'est-à-dire que j'ai vu là que il y a carrément un poster de Thomas d'Aquin affiché, voilà, Thomas d'Aquin, patron de machin. Attention les amis avec Thomas d'Aquin, il s'est planté sur plein de choses. Je peux vous assurer qu'il s'est planté sur plein de trucs. Ah bon? Il s'est planté sur plein de trucs, Thomas d'Aquin? Mais je pensais que Thomas d'Aquin... Non, Thomas d'Aquin, vous regardez ce qu'il pense de la femme, par exemple. Oui, ça fait du bien, là. Oui, ça fait du bien. La femme est un mal manqué. Oh, d'accord, ok. C'est-à-dire que quand finalement, une femme accouche d'une femme, c'est ce que dit Aristote, c'est le début de la monstruosité, en fait. C'est un handicap, mais qui est toléré par la nature. Nous, on passe un bon moment. Merci Thomas d'Aquin d'avoir raison. Évidemment, ne vous cachez pas derrière des auteurs. Ne vous cachez pas derrière des auteurs. Vous pouvez avoir de l'affection pour certains auteurs. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour Aristote. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait avoir de l'affection pour Aristote? C'est que tous les matins, il allait au port d'Athènes pour regarder les filets des pêcheurs pour voir s'il n'y avait pas des poissons qu'il ne connaissait pas. Pour apprendre. Et il leur achetait le poisson qu'ils ne connaissaient pas, il le ramenait, il le disséquait, le machin. Bon, ça, c'est peut-être pas, voilà, moi, ma cam, mais vous voyez, ça me fait l'apprécier, parce que voilà, il avait envie d'apprendre des choses. Je ne l'aime pas parce qu'il fait une théorie de l'esclavage par nature. Non. Et vous pouvez prendre de la distance par rapport aux auteurs. Donc, vous voyez, la liberté, je ne vous demande pas de qui a pensé la liberté, je vous demande le concret. À partir de quel moment vous vous considérez comme libre ? Avez-vous déjà expérimenté la liberté? Ou vous vous êtes dit, oh la vache, je suis libre. Je suis totalement libre. Comment? Dites-moi. Écharpe rouge, dites-moi. Oh non, rien, j'assume pas. Je dis des choses tout haut, mais en fait, j'assume pas après. Attendez, mais les dites pas dans ces cas-là. Ouais. Mais est-ce que la liberté, ça pourrait être une sorte de capacité illimitée d'un individu? Une capacité limitée, ça n'existe pas chez l'homme. Oui, mais on est forcément limité par quelque chose, mais je veux dire, illimité dans le sens où... enfin, par autrui, peut-être. J'arrive pas à expliquer, mais... Ok, réfléchissez, formulez-la moi, et revenez. La liberté, il faut d'abord comprendre que c'est une disposition de votre volonté. Ça appartient au genre des dispositions, la liberté. Et c'est une disposition de votre volonté qui vous permet quoi? Qui vous permet, entre deux choses qui vous apparaissent comme bonnes, de vous déterminer à l'une d'entre elles. D'accord? C'est une disposition qui vous permet, lorsque l'on vous présente deux choses qui sont bonnes, de vous déterminer à l'une d'entre elles, ou de ne pas vous déterminer, ou de vous déterminer à aucune d'entre elles. La volonté, elle va devoir, pour poser un acte libre, dealer, si je puis dire, faire commerce
avec tout un tas d'informations. Vos informations végétatives, vos informations sensitives et vos informations intellectives. Et à chaque étape, vous pouvez manquer de capacité à pouvoir choisir. On commence par la plus évidente, au niveau intellectif. Si vous ne connaissez pas les choses qu'on vous présente comme bonnes, vous n'êtes pas libre. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas la capacité à choisir réellement les choses. Et donc, ce qui va vous déterminer, ça va être autre chose que la bonté réelle de ces choses. Ça va être leur apparence. Regardez, par exemple, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas les boissons énergisantes. Et on vous présente Red Bull, Monster, etc. devant. Bon, on vous dit laquelle tu veux. Vous n'allez pas pouvoir choisir réellement la chose. Vous allez dire qu'importe. Qu'importe. Donc ça, c'est au niveau intellectif. Vous allez avoir ensuite au niveau sensitif. Si par exemple, vous avez un... Donc là, on rentre vraiment dans la psychologie. Hein. Si vous avez par exemple des mauvaises dispositions affectives vis-à-vis de tel ou tel objet. Exemple, on vous propose une cigarette. Et finalement, vous avez votre maman qui est morte d'un cancer de la gorge à cause de la cigarette. Eh bien, vous allez rejeter la cigarette avec énormément de violence. En réalité, vous n'êtes pas libre par rapport à la cigarette. Parce que le motif de votre action, c'est votre passion. Quand bien même, après, une fois que vous connaissez la cigarette, une fois que vous savez ce que ça peut faire, etc., vous le choisissez de manière intellective, évidemment. Hein. Ça peut arriver. Mais sur le moment, si vous le choisissez avec affectivité, ben non. Regardez le sentiment amoureux. Le sentiment amoureux, c'est le contraire de la liberté. C'est pour ça qu'il y a une grande différence entre le fait de dire « j'ai des sentiments pour toi » et le fait de dire « je t'aime ». C'est quand même une très grosse différence. Dans le « je t'aime », il y a une liberté qui est engagée. Dans le « j'ai des sentiments pour toi », il y a un constat. Après un accident. Ah, bah tiens, j'ai des sentiments pour toi. Bah oui. Tu m'as percuté, Voilà. Voilà l'effet qu'il y a en moi. Les traumatismes vous empêchent d'être libre. Les addictions vous empêchent d'être libre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez trouver plein de choses qui, en réalité, entament votre liberté, c'est-à-dire entament la disposition à choisir réellement. Et ensuite, au niveau végétatif, donc là, vous avez la douleur. Bah oui, quand vous avez mal, vous ne choisissez plus les choses de la même manière. Hein. Quand vous manquez de sommeil, quand vous avez une petite santé, vous ne faites pas assez de sport, quand vous avez une alimentation qui est complètement déréglée, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chaque chose peut entamer votre liberté, c'est-à-dire votre capacité à choisir. Mais la liberté restera une disposition innée à vous déterminer. C'est une disposition innée à vous déterminer. Alors, sauf que Cyprien nous a dit quelque chose d'un peu intéressant. Il a dit capacité à choisir le bien. Et on l'a bien vu. Le bien, c'est ce vers quoi toute chose tend relativement à sa nature. Et la personne humaine a une nature tout à fait singulière. Donc il faut chercher un bien qui lui est singulier. Il y a une deuxième définition de la liberté relative à ce bien-là. Donc on ne parle pas de la cigarette, on ne parle pas d'un petit bien, d'un gâteau, d'un truc comme ça. On parle vis-à-vis de ce qui vous accomplit, du bonheur. Appelons ça le bonheur. Est réellement libre celui qui est capable de choisir ce qui le rendra heureux. Et là, on ne parle plus de la disposition innée de la volonté, mais on parle de la disposition acquise de la volonté. Il faut que vous soyez capable de disposer à nouveau votre volonté
afin qu'elle soit capable de choisir ce qui vous accomplit réellement. Il faut que vous soyez capable, je le répète, il faut que vous soyez capable de disposer votre volonté afin qu'elle soit capable de choisir ce qui vous accomplit réellement. Et normalement, c'est le sens de l'éducation. C'est la finalité de l'éducation. L'éducation, elle doit vous rendre libre. Elle doit vous rendre libre. Un enfant n'est pas libre. Vous laissez l'enfant se déterminer par lui-même, vous avez un enfant sauvage. Vous laissez l'enfant se déterminer par lui-même, il bouffe des bonbons toute la journée, et il dort plus, ou il dort mal, et puis voilà. Sans éducation, malheureusement sans éducation, merci Rousseau de nous avoir laissé penser l'inverse, mais sans éducation, l'être humain, il crève. Et nous verrons, juste après la pause, la suite. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Commenter, partager, signaler qu'on a aimé sont les activités d'un moussaillon bien éduqué. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Voici ta mission, si tu rejoins le club des fripons, car s'abonner à FMP, c'est accepter de ferrailler. Couler les hypocrites, embrocher les menteurs, canonner leurs acolytes et corriger les erreurs. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. La vidéo est déjà terminée, il te faut reprendre le large, mais avant de monter dans ta barge, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP. Abonne-toi Fripounet, hisse la grande voile, pirate de la pensée, abonne-toi à FMP.